Mesdames et messieurs, puisqu'un anniversaire est un acte de mémoire, et même si nous sommes pressés, permettez-moi, en ce 10e du genre de la Fondation Gabriel Péri, d'évoquer un nom. Celui d'un philosophe sémillant, un camarade sénégalais, homme engagé, dont les compatriotes ont découvert à sa mort combien il a pu, dans les faits, vivre son idéal. Certains d'entre vous connaissent Sémou Pathé Gueye, dont l'un des mérites est d'avoir pu faire du colloque de Dakar qu'évoquait Daniel tout à l'heure une des grandes réussites de la Fondation Gabriel Péri. Mais Sémou, ce n'était pas que le Dakar, le département de philosophie de l'université Cheikh Anta Diop, les rencontres internationales, où Sémou, ce n'était pas non plus que les studios de radio ou de télévision. C'était aussi le Sémou de la cour des lycées, celui des demeures, dans les profondeurs de son pays, aussi à l'aise dans de modestes hameaux que dans des salons huppés, toujours pour faire ce qu'il savait si bien faire, partager, discuter, affirmer sa foi en l'humain, ressasser avec force que non seulement un autre monde est possible, mais qu'il était urgent de le bâtir. Sémou était convaincu de la grande utilité de la Fondation Gabriel Péri. Et sans trahir un secret, je puis vous révéler que durant les 2 dernières années de sa vie, il a souhaité ardemment que la Fondation ait une présence plus construite à Dakar, au vu de tout ce qui était en œuvre dans la région. Avec vous donc, mesdames et messieurs, je voudrais rendre son sourire chaleureux à Sémou et dire simplement mais sincèrement qu'il demeure vivant dans nos cœurs en raison de son grand apport à l'idéal de libération humaine que nous partageons. Mesdames et messieurs, il existerait, selon de nombreux Sénégalais, un génie qui leur serait propre, faisant de leur pays une nation à part, et expliquant que ce pays transcende des crises acerbes dont beaucoup de peuples peinent à se relever sans en payer un prix fort. Bien entendu, il y a dans un tel sentiment beaucoup de fatuité, une sorte d'autoglorification dont sont coutumières bien des personnes face au miroir. Dans l'un comme dans l'autre cas, je veux dire dans le cas du Sénégalais comme de celui de l'homme face au miroir, le tout est dans cette énorme difficulté de prendre du recul face à soi pour se saisir dans la violence de sa nudité en se déprenant de tout phare, de tout artifice. Pour autant, tout n'est pas faux dans la perception que les Sénégalais ont d'eux-mêmes. En attestent les ruptures politiques qu'ils ont su réaliser aussi bien en 2000 qu'en 2012. Au cœur de ces ruptures, le PIT, le Parti de l'indépendance et du travail, d'obédience marxiste, parti de transformation sociale, le PIT a une influence inversement proportionnelle à son poids électoral. Son existence remontant à 1957, il est le digne héritier du PAI, du Parti africain de l'indépendance. Jamais il n'a pu compter plus de 3 députés à la représentation nationale. Pour autant, sa politique de large rassemblement s'est imposée au pays depuis la fin des années 80, ce qui lui vaut prestige et inimité. Pour le PIT, il s'agit, à chaque étape de l'évolution historique du Sénégal, de déterminer les enjeux essentiels, de repérer les forces intéressées au dépassement des goulots d'étranglement du moment et de travailler en conséquence à l'unité de ces forces et à leur mise en mouvement. Cette option politique, d'une redoutable efficacité, aura permis de mettre fin aux 40 ans de règne du Parti socialiste, mais aussi aux 12 années d'errance du régime d'Ablaye Wade.
Mais cette option n'a su cependant s'imposer que par le versement d'une sorte de tribut bien dur à avaler pour tout militant doctrinaire, attaché à la lettre des principes, et donc réfractaire à tout ce qui pourrait ressembler à une quelconque concession à faire à un quelconque compagnon de chemin, ne serait-ce que pour faire un bout de route avec ce compagnon. Ce que je tente de dire, c'est qu'en 2000, l'alternance n'a pu passer que par le libéral Abdoulaye Wade. Une alternance au régime socialiste qui a débouché sur les outrances que nous savons. En 2012, le Sénégal s'est surpris d'une certaine manière en se retrouvant présidé par le président Macky Sall. Ancien ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, toujours sous Wade. Un homme qui a été contraint à la dissidence par son prédécesseur, dont le rêve de toujours fut de se faire succéder au pouvoir par son fils Karim. Quelque part, le Sénégal se voit ainsi dirigé par un président à la trajectoire fulgurante que ni ses anciens compagnons du PDS, ni ses nouveaux alliés ou partenaires de l'opposition de 2012 n'ont pu voir venir. Du reste, probablement, là, j'ai l'explication du comportement vis-à-vis du président Sall, de cet autre ancien Premier ministre de Wade, Idrissa Seck, qui fut membre éphémère de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est la coalition aux affaires. Idrissa Seck qui est en rupture de banc avec ses partenaires de Benno et qu'il a été seulement une année après le renversement de Wade. En effet, Idrissa Seck qui, dans la bataille contre Abdoulaye Wade, avait édifié une coalition dont le nom de baptême est le suivant, Idi, quatrième président après Senghor, donc Diouf et Wade, eh bien cet Idrissa Seck donne le sentiment de quelqu'un à qui on a soufflé de manière indue et subreptice quelque chose lui revenant de droit. Au Sénégal se pose ainsi une sorte de dilemme. Ce pays est dans l'obligation de rompre avec un mode de fonctionnement l'ayant, comme qui dirait, transi pendant des décennies. Un mode d'être exacerbé à un niveau exceptionnel par Abdoulaye Wade, au point que d'une certaine manière, tous les ressorts de la nation, ses fondamentaux en étaient menacés. Ce qu'il faut faire au Sénégal, c'est de déconstruire ce que nous appelons le parti-État. Il se trouve seulement que cette exigence de rupture doit être assumée quant au fond par les mêmes qui ont été peu ou prou acteurs voulus ou contraints de la précipitation du pays dans sa difficile situation actuelle. En clair, l'un des éléments de complexité du cas sénégalais, c'est que ce sont aussi de proches compagnons de Wade qui assument la réalité du pouvoir aujourd'hui et qui doivent faire sortir le pays de l'ornière dans laquelle il a été engouffré. Or donc, comment faire du neuf avec du vieux? Comment surtout y parvenir dans un contexte d'urgence, un monde de libéralisme essoufflé, mais toujours tyrannique, d'autant plus cruel qu'il prend eau de toutes parts. Voilà pourquoi nous croyons qu'il faut insister sur le fait que la transformation sociale, sans se réduire à cela, est aussi une affaire de disposition d'esprit. Aujourd'hui comme hier, les idées, nous semble-t-il, deviennent des forces matérielles quand elles s'emparent de la conscience des hommes. À cet égard, ce que pensent les Sénégalais, leur adhésion, leur concours concernant ce qui se fait, s'avère d'une importance décisive. Qu'ils pensent majoritairement qu'il doit être possible de transformer leur pays, de le faire avancer au service du grand nombre, représente un préalable pour toute avancée significative. À rebours, qu'ils se disent ou qu'ils croient que tout horizon est bouché et que donc jamais le Sénégal ne rompra avec ses entraves de toujours, ne peut que plomber toute velléité de construction nationale. L'équation politique à résoudre
pour les forces de progrès devient donc, à notre sens, celle-ci. Comment faire avec les Sénégalais tels qu'ils sont, les partis politiques, les organisations sociales tels qu'ils sont, les pas nécessaires pour poser les jalons d'un changement en profondeur. Or, en la matière, et sans verser dans un quelconque canonisme qui serait quelque part puéril, mais aussi contre-productif, nous croyons qu'il est possible de renouer sur cette question aussi bien avec Marx qu'avec Lénine. Avec l'un et l'autre, nous pourrions méditer sur le fait que la pourriture est le laboratoire de la vie. Et que de toute façon, rien n'est plus suicidaire que de vouloir obtenir du neuf en faisant table rase de tout passé, de tout socle, simplement parce que l'on ne veut pas recourir à cela, justement parce que c'est ce que l'on cherche à redresser. En partant de ces principes, nous pourrions disposer d'une boussole qui nous permettrait de nous orienter dans le grand désordre sénégalais. J'appelle grand désordre sénégalais la traque des biens mal acquis, le plan Sénégal émergent, les réformes institutionnelles, les conclusions des assises nationales. À tous ces niveaux, nous devrions pouvoir, sans verser dans la précipitation ou l'extrémisme, obtenir du président Sall, de son régime, des concessions que nous pourrions conforter et transformer en base pour de nouvelles conquêtes. Évidemment, ce qui se passe dans mon pays procède également d'une sorte de théâtre d'ombre. De nombreuses forces, dont certaines occultes, sont sur la scène et toutes compétissent pour faire pencher le fléau de la balance dans le sens de leur intérêt. Voilà pourquoi prendre conscience de ces enjeux permettrait de faire fort front contre les très nombreux partisans de retour à l'ordre ancien, un ordre dont beaucoup de Sénégalais ont eu à souffrir. De ce point de vue, les forces de gauche elles-mêmes ont leur devoir d'inventaire, parce qu'il se passe aussi, de notre côté, beaucoup de choses dont on devrait bien parler. Alors l'ambition pour les Sénégalais, c'est d'avoir un régime politique plus équilibré, de disposer d'un état de droit avec un système judiciaire davantage libéré de la férule du chef de l'État et d'arriver à une participation citoyenne plus relevée par une décentralisation assumée avec davantage de volonté et d'esprit de suite. Pour l'instant, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Pour l'attester, on devrait pouvoir nous référer simplement aux dernières élections locales. Ces élections locales ont conduit beaucoup d'animateurs de ce qu'on appelle la société civile, animateurs croyant leur revenu, à se donner les moyens d'emprunter un étendard à l'un des trop nombreux partis politiques de mon pays pour aller à la compétition. Autrement dit, les animateurs de la société civile qui en ont à revendre après les politiques ont emprunté, disons, des étiquettes de partis pour aller aux compétitions locales. On a eu 1001 coalitions qui ont éclaté les coalitions qui étaient sur place et qui étaient connues. Il y a également que le parti du président de la République, l'APR, s'est montré particulièrement hégémonique et a agi de sorte que la coalition présidentielle elle-même s'est retrouvée éclatée. Au résultat, cette coalition présidentielle a remporté les élections en les perdant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, parfois, les clivages, les dissensions, les séparations étaient telles que c'est une partie de Benno qui a remporté ces élections contre une autre partie. Et de toute façon, au résultat, l'APR n'a pas pu triompher tel qu'elle le souhaitait dans les grandes capitales du pays notamment. Au plan économique, la situation du Sénégal est complexe. Des mesures volontaristes ont été prises, allant dans le sens de la baisse
des prix des denrées de première nécessité, la couverture maladie universelle, l'imposition de la baisse du coût du loyer, la baisse de la fiscalité sur les salaires. Mais à côté de ces mesures, il y a le projet Plan Sénégal émergent avec des impératifs d'ajustement. Il y a aussi la décision de signature des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Alors, ce que nous nous posons comme question, c'est de savoir est-ce que le pays va se battre pour tenter d'échapper aux fourches codines des plans d'ajustement, dont la rigueur sélective l'a conduit là où il est, ou est-ce qu'il va choisir, en dépit des leçons de l'expérience, de continuer à pâtir du dictat des forces d'argent? Bien entendu, nous ne sommes pas en dehors du monde en tant que Sénégal, mais une meilleure compréhension du contexte pourrait nous amener à être plus regardants dans nos politiques de partenariat. Ce qui devrait nous conduire, non pas à lâcher nos partenaires de toujours, mais à exploiter au mieux les opportunités qui se dessinent du côté de la Chine, de l'Inde, bref, des BRICS. Au total, il y a beaucoup d'impatience au Sénégal, il y a énormément de choses à faire. Le régime au pouvoir auquel ma formation politique appartient, ce régime-là, en fait, se voit aujourd'hui pris à la gorge par les urgences. Le tumulte est fort. Les changements attendus sont relativement laborieux. L'adversité du PDS, n'est-ce pas, nous pose aussi problème. Alors, la grosse question, c'est de savoir, est-ce que les ruptures promises pourraient se faire, ou bien est-ce qu'elles ne pourraient pas se faire avec cette conséquence dramatique, faire renoncer à l'engagement politique, puisque beaucoup de personnes trouveraient que ça n'en vaut pas la peine, tellement les efforts à faire pour renverser Wade ont été des efforts énormes. Alors, sous ce rapport, nous croyons qu'il y a des repères à rétablir et un devoir de réinvention de la politique, y compris au Sénégal. Nous ne pensons pas non plus que le fait qu'il y ait eu effondrement du camp socialiste soit à considérer comme étant un événement véniel. Non pas que nous disions que ce qui s'est passé simplement parce qu'on a eu un adversaire plus fort que nous. Je dis nous, puisque c'est quand même le camp dans lequel nous nous reconnaissons. Mais le simple fait d'avoir un repère, ça a été dit tout à l'heure, donne de l'espoir et esquisse un horizon. La disparition d'un tel camp pose évidemment problème aux forces de progrès. Je voudrais également dire que s'il y a crise aujourd'hui de la politique, c'est que quelque part, la question de savoir ce que signifie concrètement dans les temps présents être à gauche, cette question-là n'est pas suffisamment agitée. Combien sommes-nous à vivre nos valeurs, à être des adeptes fervents de la justice sociale, de la liberté, de l'égalité, pas seulement en parole, mais dans les faits et au quotidien? Est-ce que la crise de la politique ne nous est pas imputable, au sens où les mutations prodigieuses de notre monde ne sont pas suffisamment pensées pour bâtir une théorie de la libération humaine suffisamment pertinente, suffisamment audible et donc entraînante? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déficit théorique nous concernant? Une théorie dont la construction partagée en ferait un étendard ou une bannière qui permettrait à l'essentiel des nôtres de nous rassembler. Nous ne sommes pas en train de dire que Marx a vieilli et que sa réflexion serait désuète. Nous sommes en train de dire qu'il faut que nous nous donnions les moyens de nous emparer de l'âme vive du marxisme pour en faire un outil de libération dans le monde d'aujourd'hui avec sa radicale nouveauté. Je voulais dire un mot sur la solidarité à rebâtir entre nous. Je n'en ai pas le temps. Je voudrais terminer simplement par dire qu'il y aurait quelque chose d'universel dans la crise de la politique. Et c'est parce qu'il en est ainsi que par-delà les nuances, l'anomie ou la panne de la politique se ressent partout et presque par tous. Mais une question que nous devrions nous poser, et qui est simple, c'est la question de savoir qu'est-ce que la politique? N'est-elle pas un ensemble de réponses dont se servent des individus sociaux, historiquement situés, pour tenter de résoudre des problèmes concrets auxquels ils font face dans leur vie réelle?
S'il en est ainsi, la politique, à l'instar de la chouette de Minerve, n'est-elle pas dans l'obligation de ne se lever que le soir tombé, au terme de tout un parcours, pour à la fois tenter de penser ce parcours, de le corriger, afin qu'on puisse le réinvestir? Si tel est le cas, peut-être que nous comprendrions que nous sommes nombreux à partager au moins ce constat: notre monde est en déficit d'humanité. Ce monde a besoin, pour emprunter une formule de Bergson en lui donnant un sens particulier, ce monde a besoin d'un supplément d'âme. Il est impératif que la quête du profit cesse de scander notre monde, de rythmer l'essentiel de ses pulsations, au point de le désenchanter presque complètement. Ce monde-là, il faut donc le transformer, et ce besoin, nous devrions parvenir à le dire avec l'intonation la plus correcte. Si nous parvenons à le faire, si nous ne pensons pas que l'horizon dans lequel nous baignons est un horizon indépassable, nous pourrions aller de l'avant. Autrement, des hommes et des femmes, des jeunes surtout, vont se détourner de la politique avec dédain. Ou pire, et je voudrais terminer par là, s'ils ne se détournent pas de la politique avec dédain, ils pourraient épouser des thèses qui, dans un passé pourtant pas aussi loin que ça, ont conduit l'humanité dans un désastre sans nom. Alors, assurément, il nous faut réinventer la politique. Merci. Merci beaucoup.